Aujourd'hui, à Tribune locale, on s'entretient avec Denis Blondin. Il est auteur, metteur en scène, comédien, producteur et aussi fondateur du Café-Théâtre Marcalou. Je vous dis bonjour à la maison. Merci d'être avec nous sur les ondes de TVC Basse-Lièvre ou Ma TV Outaouais. Bienvenue à cette nouvelle émission de Tribune locale. Monsieur Blondin, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir. Il y a 20 ans, vous avez ouvert le Café-Théâtre Marcalou, situé sur Maloney, près du boulevard de l'Aéroport. Là où des milliers de gens ont ri aux éclats. Là aussi où il y a des centaines de comédiennes qui ont fait leur début. Je vous ai invité aujourd'hui parce que vous avez annoncé votre retraite, puis aussi, du même coup, la fermeture de ce café-théâtre-là. Je veux qu'on commence par le début. Parlez-nous en premier lieu de vos débuts en théâtre. À partir de quel moment vous avez eu la piqûre? Écoute, moi, j'ai commencé, la première pièce que j'ai écrite, j'avais 10 ans. Okay? Alors, c'est dans le cadre d'un carnaval, et puis j'avais écrit une pièce de théâtre, et puis ça a resté comme ça, puis ça a bien été. Sauf que les années ont passé et je me suis trouvé un emploi et tout ça, mais ça m'a toujours resté à vouloir écrire des choses, des histoires. Je me rappelle, à l'école, je faisais des dessins, puis j'écrivais, je faisais des dessins puis des croquis, puis c'était une histoire qui suivait, tu sais, j'aimais ça. Et à un moment donné, j'ai décidé, je dis, bon, j'aimerais bien ça, je dis, essayer d'écrire une pièce de théâtre. Alors, j'en ai écrit une. Et puis, je l'ai présenté à la Maison du citoyen. C'était les amis, la famille et tout ça qui sont venus. Et après ça, je me suis dit, ah, ça a bien été. Mais je me suis dit, OK, ils ont été polis. Alors, j'ai dit, OK, je vais en essayer un autre pour voir, juste pour le plaisir. Est-ce que les gens ont été polis encore une fois? Bien, plus que polis, c'est là que j'ai commencé à voir, OK, ma famille et d'autres gens que je ne connaissais pas. Et de fil en aiguille comme ça, la passion m'a pris, m'a vraiment là, envahi. Et puis j'ai dit, ben, je vais en écrire un autre. Tu sais. Et puis là, de fil en aiguille, là, les salles se remplissaient. L'histoire Marcalou a débuté en 1986, alors que vous avez fondé la troupe de théâtre Marcalou. Premièrement, ça veut dire quoi, Marcalou? Marcalou, c'est simple, c'est mes deux enfants, Marc-André et Marie-Lou. Alors j'ai mis les deux noms ensemble, qui a fait Marcalou. Avec votre équipe, vous avez fait le tour du Québec, de l'Ontario, notamment avec une remorque qui était traînée par votre véhicule. Oui. Parlez-nous de l'expérience que vous avez vécue sur le terrain là, avec vos comédiens puis vos comédiens. Écoute, j'ai fait du théâtre comme ça. Écoute, on avait on appelle ça un stage, là. On mettait ça dans une roulotte. Et nous, pas des roulottes fermées, des roulottes ouvertes, là, OK? Attaché avec des câbles, les décors. Et on se promenait de ville en ville comme ça. Et puis, je vais te dire que c'était pas facile parce que là, c'était de tout démonter, monter la scène, jouer, remonter dans toutes les trailers, partir à 1 h du matin, arriver à 3 h. C'était comme ça pendant 10 ans. Quel genre de réaction vous aviez de la part du public lorsque vous faisiez les pièces de théâtre? Bien, la réaction était toujours bonne. Ils savaient que c'était du vaudeville, ils savaient qu'on avait le langage qu'eux autres connaissent très bien. Et puis là, ils nous disaient, bien, l'année prochaine, allez-vous revenir? On est en hiver. Fait que là, j'ai dit, bien oui, c'est sûr qu'on va revenir, tu sais. Mais là, on avait de la misère à faire partir les voitures, il fallait faire réchauffer les voitures. On avait une vieille entrepôt où on mettait l'équipement et il n'y avait même pas de lumière, OK? Fait que quand on arrivait la nuit, tous les comédiens, on mettait nos voitures comme ça, on allumait les lumières des voitures pour venir à bout de rentrer les décors pour voir ce qu'on faisait. Alors ça, c'était vraiment les débuts, mais très durs. Si vous aviez à décrire la couleur Marcalou, elle représente quoi? La couleur Marcalou, c'est le rire facile. C'est pas l'écriture facile. Marcalou, c'est vraiment là, de la détente. C'est vraiment, tu t'en vas là pour rire. Tu t'en vas là pour pas te casser la tête à essayer de comprendre et essayer de défricher la pièce et tout ça. Tu t'en vas là pour écouter une bonne histoire et souvent de caricaturer tes personnages. Et des fois, bien, il y a des gens qui se reconnaissent et il y a des gens qui reconnaissent le voisin là-dedans. Vous avez décidé de vous installer dans un endroit de façon permanente en 1988. Ça, c'est l'année de la tempête du verglas, rappelons-nous. Oui. Là, ça a été... Vous disiez que c'était difficile durant vos tournées, et là, ça a été un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Oui. C'était la goutte qui a fait déborder le vase. Écoute, on s'emmenait de Joliette avec deux voitures, deux trailers bien attachés, et on s'en allait, on se promenait sur la route comme ça, là, tu sais. Et puis, ça a pris 6 heures pour se rendre ici, de Joliette à ici.
Oui. J'avais dit, mes producteurs me font remarquer, j'ai dit 88, mais c'est plutôt 98. 98, exactement. c'est ça. Alors là, j'ai un de mes copains qui était comédien, il dit, écoute, ça n'a plus d'allure, on va se péter la gueule une bonne journée, tu sais. Et puis, là, j'ai décidé, je dis, on va regarder des locales, puis si jamais ça fonctionne, on essaiera. Alors, on a trouvé le local au 1736 boulevard Maloney, qui était abandonné depuis 2 ans. Et puis, on est rentré là-dedans, puis le monsieur nous a dit, bien, si vous voulez l'avoir, il a dit, on vous donne un mois gratuit, là, puis si vous arrangez tout ça à votre façon. On a travaillé comme des vrais fous, tous les comédiens, à tout refaire à l'intérieur pour donner une forme de théâtre. Tout le monde a mis la main à la pâte. Là. Tout le monde. Écoute, on a bâti la cuisine, la scène, tout ça. Et comme j'étais un autodidacte, écoute, j'avais tout dans la tête et de rien. On m'a rien appris dans le fin fond. Et je l'avais comme ça. Mais les comédiens aussi, ils ont emmené toutes leurs énergies puis leurs idées. Et on a fabriqué ce théâtre-là, qui est devenu un théâtre à l'ancienne. Un théâtre que, quand j'ai dit, si on a un théâtre, ça va être à l'ancienne, à la Gilles de Tulipe, à la Olivier Guimond. Je veux que les gens s'assoient, jasent ensemble. Ensuite de ça, il y a le souper qui est servi. Et après ça, les tables sont desservies. Ils restent là et le spectacle commence. Pourquoi vous êtes arrêté sur cet endroit-là? Est-ce qu'il y avait un cachet, une ambiance particulière? Je pense que la salle, drôle à dire, la salle m'a parlé. En rentrant là, je voyais où était pour être la scène. Je voyais. Vous le voyez, malgré le fait que c'était délabré depuis 2 ans, qu'il y avait des rénovations à faire, vous le saviez que c'était là que vous vouliez faire votre café-théâtre. J'ai fait le tour, vraiment, OK, la scène va aller là, le restaurant va aller là, le bar va aller là. Et là, on a commencé tranquillement, pas trop vite, à faire ça. Vous avez écrit et produit plus d'une centaine de pièces, de spectacles. Comment on fait pour être créatif durant autant d'années? Je ne sais pas. Non? Je ne sais pas. Les gens me l'ont souvent demandé et ça devient comme ça dans la tête. Quand je jouais une pièce, je pensais déjà à une autre. Et puis là, ben, je commençais à écrire. Et puis c'est sûr qu'on écrit souvent la nuit, les auteurs, en tout cas moi. Et puis, pourquoi la nuit? Parce que tu n'es pas dérangé, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas rien, personne ne peut t'achaler et ton fil d'idées continue. T'sais. Alors, ça me prenait... Moi, une comédie, ça me prenait, je te dirais, environ 2 semaines, 3 semaines pour l'écrire. Ce qui est rapide, selon vous? Très rapide. Très rapide. Très rapide. Et puis, une mélodramatique, ça me prenait peut-être 1 semaine et demie. Vous avez produit des pièces de Gilles Latulippe. Oui. J'imagine que c'est une belle fierté pour vous? Bien, c'est une de mes plus grandes fiertés, c'est sûr et certain, parce que M. Latulippe, à un moment donné, j'avais téléphoné, j'avais parlé de mon projet de pouvoir jouer de ses pièces, mais tu sais, quand quelqu'un t'appelle, tu le connais pas, il vient de l'Outaouais. Je dis, écoutez, je vais monter, je vais aller vous rencontrer. Fait qu'il était bien gentil de me rencontrer. J'ai expliqué, j'ai parlé du vaudeville, et là, je pense qu'il y a eu une connexion qui s'est faite entre les deux parce qu'on parlait de la même chose. Fait que là, il m'a dit, ben il dit, descends en bas du Théâtre des Variétés, j'ai une cassette à te montrer, puis il dit, si tu veux, essaye-la. Tu sais. Fait que là, il m'a tout expliqué ça, puis pendant qu'il m'expliquait ça, c'était comique parce qu'il dit, tu comprends-tu la joke, là? Tu comprends-tu, là? C'est ça, cette joke-là. Là. Oui, je connais. Fait que là, j'ai pris la cassette et on l'a produit, j'ai envoyé un DVD. Et puis, à partir de là, il m'a dit à moi, il dit, écoute, j'ai d'autres pièces, puis il dit, si tu veux les jouer, c'est très rare que je les passe, mais il dit, tu fais du bon vaudeville, fait qu'il dit, continue. Est-ce que M. Latulippe est déjà venu au café? Non, il n'est jamais venu. Il a voulu venir à un moment donné, puis il y a eu un obstacle, mais on s'est rencontrés une couple de fois à Gatineau. Pour les gens qui peut-être connaissent un peu moins vos pièces de théâtre, quelle thématique, quelle histoire vous mettiez en lumière? Bien, écoute, j'ai mis, c'est sûr, certain que dans des comédies, peut-être que j'exagère. Si je fais un salon de coiffure, c'est sûr, certain que je vais mettre les clients, les pires clients qu'il ne peut pas y avoir dedans. Ensuite, ça, des coiffeuses qui sont bonnes et qui ne sont pas bonnes là-dedans. Si j'écris une mélodramatique, comme j'en ai écrit, j'ai déjà écrit une langue anglaise sur une terre française, dont il y avait 28 comédiens dedans. Et puis ça, bien, si tu fais un petit peu de recherche pas mal, pour venir à bout que l'histoire soit presque vraie. Et puis les gens se retrouvent là-dedans aussi. J'ai écrit « Je me souviens qui était une pièce, bon, si on regarde Séraphin et tout ça, dans ces temps-là. Et puis les gens ont adoré. Il est même arrivé des fois où vous faisiez des spectacles doubles pour attirer des gens
comment ça fonctionnait. Donc, c'était 2 pièces de théâtre en une seule soirée? Ça, il fallait être juste fou pour le faire. Complètement fou. Il y avait des comédiens qui étaient fous du théâtre. Alors, on plaçait un décor, on montait un décor et on en remontait un autre par-dessus. Alors, quand on commençait une pièce, et c'était les mêmes comédiens qui jouaient, là. Alors, quand on commençait une pièce à 7 heures, il y avait une petite pause, ensuite de ça, la deuxième partie. Et la deuxième partie devenait la grande pause. Pendant ce temps-là, on prenait nos drills, on défaisait le décor, on mettait ça dans les loges en arrière, et l'autre décor était déjà prêt, et on recommençait et on finissait à 11h30 le soir de jouer. Vous me le dites si je me trompe, mais je crois qu'une de vos pièces coup de cœur, c'est La Scale. Oui. Parlez-nous un peu de cette pièce. La Scale, c'est devenu drôle. La journée que j'ai créé ce personnage-là, j'avais écrit des soirées super meurtre mystère. Et j'avais un comédien qui jouait un détective, mais qui animait pas assez pour moi, puis qui faisait pas assez rire, maison, les gens. Alors, j'ai sorti, j'ai regardé dans ma voiture, j'avais un vieux chapeau, un manteau, j'ai déchiré le chapeau et j'ai enlevé mes dents. Et à partir de là, je suis devenu son assistant qui s'appelait Alcide. Et là, l'euphorie, je pouvais faire à peu près n'importe quoi et les gens riaient. Et à partir de là, je me suis dit, bon, Alcide, c'est un alcoolique, c'est un ivrogne, mais il n'y a pas de malice. Il n'y a pas de malice, il y a juste, le problème, c'est de s'attirer des troubles. T'sais. Et puis là, j'ai écrit La Scale 1, les gens ont adoré. Et puis là, les gens me demandaient, hey, ça serait le fun quand t'en fasses un autre. Bien oui, mais je dis, faire un autre, souvent, on se plante, tu sais. Et j'en ai écrit un autre, et là, les gens, ils ont encore adoré. Ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné parce que je l'ai marié avec un Français de France. Tu maries un Québécois, ivrogne, puis avec un bon langage québécois. C'est magique, ça fonctionne, la recette est gagnante. Ah, la recette est gagnante. Écoute, les deux ne se comprennent pas. Hein? Après, absolument pas. Ils deviennent, malgré eux autres, des copains. Et les gens ils me disaient à moi, bien, il va falloir que tu en fasses un autre. Ben oui, mais j'ai dit là, tu sais. Et là, le Français est arrivé en France et Alcide, lui, est parti pour aller voir son copain en France. Mais là, j'ai fait La Scale en France. Amène un Québécois, toi, avec une bonne bière, c'est le bordel. Monsieur Blondin, c'est un plaisir d'être avec vous. On va prendre une courte pause. On poursuit notre discussion au retour. Restez avec nous en Bourville. La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. On est de retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Denis Blondin, fondateur du Café-Théâtre Marc-Alou. Vous avez annoncé récemment la fermeture de cet édifice-là. Pourquoi exactement? Pourquoi on ferme? Bien, tout simplement, j'avais un bail et puis on voulait prolonger mon bail de 5 ans et j'aurais 70 ans. Alors, je ne savais pas ce qui était pour m'arriver. À ce temps-là, c'était le temps de prendre une bonne décision, à dire, bon, j'ai toujours dit une chose, il vaut mieux fermer et se faire regretter que fermer et se faire offrir la porte. Du même coup, vous prenez votre retraite. Oui, oui. Quelles sont ou quelle est votre plus grande fierté côté carrière? Ma plus grande fierté, c'est d'avoir donné la possibilité aux gens de la région de pouvoir jouer du théâtre. Et aux jeunes de pouvoir avoir... j'ai toujours dit, le Café-Théâtre Marc-Alou, pour les jeunes qui venaient chez nous, soit comme étudiants, de leur dire, ici, ce n'est qu'un tremplin. Alors, saute et va plus loin que moi. Alors, moi, j'ai fait ce que je pouvais faire ici. Et je lui souhaite d'aller plus loin et de franchir des barrières que je n'ai pas franchies, moi. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas eu le temps de faire?
Non, je ne penserais pas. Parce que c'est pas fini non plus, là. Ah non, 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 c'est pas fini. Je joue encore du théâtre. J'ai ma conjointe qui a une troupe qui s'appelle Poivre et Sel, qui va à travers le Québec, à travers l'Ontario, écoute, de Chibougamau à aller jusqu'à Sudbury, jusqu'à Toronto, et puis Montréal. Et elle a une troupe qui s'appelle Poivre et Sel, qui est dédiée aux aînés. C'est une pièce qui est faite contre l'abus sur les aînés. Alors, on présente ça, et moi, je suis comédien, et c'est elle la patronne. Donc, on peut dire que, bon, on peut sortir l'homme du théâtre, mais on ne peut pas sortir le théâtre de l'homme. C'est ce que... Vous prenez votre retraite, mais vous ne vous arrêtez pas totalement. Là. Non, Pas du tout. non. C'est presque impossible. Écoute, le théâtre, pour moi, c'était une partie de ma vie. C'était ce que j'ai réussi de mieux dans ma vie. Et c'est, pour moi... un confrère, un ombrage aux côtés de moi, un ami, je ne peux pas le laisser. Il y a bien des gens à la maison qui vont être tristes de savoir que le café-théâtre ferme ses portes. Puis je me permets de vous poser la question, il n'y avait pas de relève pour poursuivre ce projet-là? Il y avait de la relève. Mon garçon était intéressé à un moment donné, mais j'y ai expliqué que, écoute, c'est énormément d'heures. On parle de quasiment 70 heures par semaine, OK? Passer des pamphlets, faire des commissions, tout ça. Et écoute, moi, j'ai fait quand même 32 ans là-dedans. Et mon garçon a vu que j'étais souvent absent et par le théâtre. Et puis, j'ai expliqué, est-ce que tu as le goût vraiment d'être absent de ton enfant et tout ça? Parce que tu vas jouer toutes les fins de semaine. Et en plus de ça, tu vas pratiquer, tu vas enseigner et tout ça. Et après maintes réflexions, je pense qu'il a pris une sage décision de dire, ouais, c'est cher payé. T'sais. Je pense que c'est important de souligner aussi le fait que le théâtre, le café-théâtre, n'avait pas de source de financement. Comment on faisait pour survivre? Nous autres, on vivait avec les entrées, la bouche à oreille. Écoute, on s'est fait répondre souvent, nul n'est prophète dans son pays. Et puis, c'est sûr et certain que le domaine de la culture nous a jamais eu de louange pour nous autres. Parce qu'on faisait du vaudeville et on ne faisait pas de grandes pièces comme les grands auteurs, Michel Tremblay, des choses comme ça. Mais moi, j'étais auteur. Fait que j'essayais de lui dire, je suis un auteur, tu sais. Et puis, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Fait que, on n'a jamais eu d'appui du côté du domaine de la culture, et même qu'on s'est fait critiquer souvent. Justement, vous êtes fait critiquer. Oui, parce qu'on s'est fait dire souvent qu'on jouait du pipi, caca, cucu. Mais dommage. Est-ce que c'était ça? Non, pas du tout. C'était le cas, non? Absolument pas, mais absolument pas. Pourquoi on disait ça? Parce qu'on on ne faisait pas partie de cette communauté-là, des gens de la grande culture. J'ai rien contre eux autres. Écoute, ils ont le patelin, ils ont leurs choses à faire. Nous autres, on avait la nôtre à faire. Et puis, de fil en aiguille, on a continué à plus s'en occuper des critiques. C'était malsain. Et puis, moi, je me disais, si vous insultez le théâtre Marc-Alou, vous insultez aussi les gens qui viennent les voir, les pièces. Et ça, je l'ai comme jamais pris. Vous parlez tantôt de votre conjointe, Josée Lacroix. Je pense qu'elle elle a possédé plusieurs chapeaux et elle possède encore plusieurs chapeaux par rapport à votre carrière. Parlez-nous de la relation avec, oui, avec Josée. Josée m'a aidé à écrire les pièces. Elle était là, puis elle écrivait, puis tout ça. Écoute, elle travaille, elle a un autre ouvrage, évidemment, mais écoute, elle s'occupe de la cuisine, elle s'occupe des réservations, elle s'occupe à peu près de tout. À peu près de tout. Moi, je ne fais que jouer du théâtre et enseigner du théâtre. Et Josée, ça fait quand même 28 ans qu'elle joue du théâtre, elle aussi. Très, très bonne. Qu'est-ce que vous avez à dire aux comédiens et aux comédiennes qui vous ont suivi au cours de ces dernières années? 1 million de merci de m'avoir fait confiance et je ne peux pas dire autre chose que je suis extrêmement fier d'avoir eu des équipes comme ça pour le succès. Le succès de Marc-Alou lui revient. C'est bien beau, tu peux bien écrire la pièce que tu voudras, peu importe. Et si tu n'as pas des bons comédiens pour la jouer, tu vas te planter. Hein? Tu as bien beau dire, l'idée était bonne, regardez ça, j'ai écrit ça, mais si tu n'as pas les comédiens, si tu n'as pas la magie, si tu n'as pas des gens qui sont passionnés, ça ne donne rien. Ça. On le sait que vous êtes un passionné de théâtre, mais mis à part ça, quels sont vos autres projets pour la retraite? Je ne sais pas. Non? Je ne sais pas. Je vais te dire que c'est un genre de panique pour moi. Écoute, quand tu fais 32 ans, là, des 60,
de cœur, tu te dis, qu'est-ce que je vais Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc, ça va être à voir avec Josée. Oui. Elle est confiante. Et puis, moi, je ne suis pas que j'ai pas confiance, mais elle me dit, prends un bon 3-4 mois, là. Puis elle dit, tu vas réfléchir, tout va redescendre, les émotions vont redescendre, tu sais. Parce que c'est dur, c'est sûr et certain. Écoutez, quand tu as créé un bébé avec des paquets de comédiens, puis là, il va s'éteindre, c'est une énorme déchirure. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer avec le bâtiment? Le bâtiment, oui, il est loué à une église. C'est une église qui l'a loué. Nous autres, par contre, le 12 mai, on fait un encan ouvert au public pour tout vendre ce qu'il y a à l'intérieur. Dernière pièce de théâtre qui s'appelle Pompiers involontaires. Oui. Ce sera la dernière et elle sera diffusée, présentée jusqu'au 28 avril. De quoi on parle dans cette pièce-là? On parle de pompiers écoute, l'histoire des pompiers intérieurs, on la connaît. Les gars sauvent les feux, des choses comme ça. Mais dans ce cadre-là, j'ai mis des pompiers, bon, le représentant syndical qui est vraiment fort, et le pompier qui veut prendre sa retraite, mais qui ne veut pas prendre sa retraite, l'autre qui compte... écoute, c'est un méli-mélo là-dedans, là. Et puis... tu vois ce qui se passe à l'intérieur, à l'interne, OK? Mais des chicanes entre un et l'autre, puis l'autre qui se mêle de la vie de couple de l'autre. Et en tout cas, c'est une comédie. Mais ce que je voulais faire aussi, c'était de faire jouer mes plus vieux comédiens qui sont là depuis une vingtaine d'années. C'était pour moi leur rendre hommage, à leur dire, je veux vous réunir ensemble, puis je veux que ce soit vous autres qui fermez le théâtre. Denis Blondin. C'est un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une belle retraite. Je remercie le public qui nous a encouragés. C'était Tribune locale pour aujourd'hui. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez nous écrire aux nouvelles au pluriel à commercial tvc.qc.ca. Je m'appelle Mathieu Daou. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous. On se dit à la semaine prochaine. Salut. Dans les années 60, le slasher de Buckingham sera détruit. Ses opérations seront transférées à l'usine existante de Masson ainsi qu'à la nouvelle usine de Pouport située au nord de Buckingham. Le moulin de Pouport était bâti sur une ancienne écluse qui avait été bâtie vers 1870 pour permettre aux bateaux de transport de monter jusqu'au rapide d'Highfall. Et puis de descendre les matériels miniers qui descendaient aussi vers le moulin à Buckingham. Et puis en 1959, l'écluse a été abandonnée. Et puis la compagnie McLaren a décidé de bâtir un moulin à écorçage sur l'écluse. Donc l'écluse passait dans le moulin. Et puis c'est ça qui emmenait le courant, c'est ça qui alimentait le bois vers les écorceuses. Ensuite, le bois était rejeté à la rivière, puis descendait à Buckingham. Ça prenait à peu près 2 jours, d'après des vents. Et puis, arrivé au landing, ici. Ensuite, il était acheminé dans une sluice qui s'appelle la Glissoire, vers Masson. Qu'est-ce qu'on appelle des tambours écorceurs? Okay? Il y avait 14 pieds de diamètre, 45 pieds de long. Et puis, à l'intérieur, c'était des surfaces rugueuses. Le bois était acheminé à l'entrée et ça tournait 6 révolutions en minute. Et puis, à mesure que tu mettais du bois dedans, l'ancien bois sortait. Et puis, il tombait sur une courroie. Ensuite, il y avait des trieurs. S'il restait de l'écorce après certaines billes, il les tirait, puis le cycle était recommencé. Et puis, ensuite, les grosses billes... qui étaient plus que 24 pouces, étaient passés dans une fendeuse parce qu'à Masson, il ne pouvait pas les prendre.
Heureusement, il n'y a pas eu d'accident, moi, le temps que j'étais là. Puis c'était un métier dangereux parce que tu travaillais, il y avait des bulldozers, il y avait des camions, il y avait des scies à chaîne, les billes qui étaient trop longues, les scies à chaîne. Et puis les convoyeurs, on tenait la sécurité au maximum. Et puis moi, je disais aux employés, ça presse pas. On prend le temps. J'ai connu 8 ans que j'ai été chef d'équipe sans accident avec perte de temps. Moi, j'étais content des hommes qui faisaient attention. Au début du 19e siècle, le fils cadet de Philemon Wright, Ruggles, importera le concept scandinave des glissoires à billes après une visite en Europe. Ce système permettra de faciliter le transport des billes de bois du nord de la rivière jusqu'au sud. Les glissoires seront en fonction jusqu'en 1993. Marc Desjardins est l'un des derniers employés de la compagnie McLaren ayant travaillé sur ces glissoires. Mais moi, j'ai rentré avec l'équipe d'entretien. Notre tâche était d'entretenir la dalle à l'été, aussi bien qu'à l'hiver. Le bois était coupé dans le nord à l'hiver, puis ensuite c'était déposé dans la rivière. Là, on l'amenait jusqu'à l'usine de Poupart pour qu'il soit tout écorcé à Poupart. On le remettait dans la rivière, puis on l'amenait jusqu'à la Gap qu'on appelait, qui était au nord du château d'eau, puis pour ensuite le passer dans la dalle. Puis ça descendait tout le long de la rivière jusqu'à Masson, à peu près 4 ou 5 km. C'est un terrain beaucoup accidenté, fait que le premier demi-mille, les fondations avaient été faites par la grosse machinerie parce que c'était tellement sableux qu'on ne pouvait pas faire seulement des fondations sur terre. Ça avait été des piliers qui avaient été rentrés de 25-30 pieds dans la terre. Là, à l'arrivée, on avait une grosse porte de fer qu'on montait ou on descendait. Ensuite, bien, quand on partait, on ouvrait cette porte-là pour laisser rentrer l'eau dans la dalle. C'est avec ça qu'on pouvait garder notre niveau d'eau. Au début, c'était avec des téléphones que tu crains, puis que tu appelles à pompage, qu'on appelait ça, pour dire, bien là, regarde, mon eau est un pouce trop haut, un pouce trop bas. Mets-moi ça au bon niveau. C'était beaucoup de maintenance, mais c'était vraiment intéressant. Puis je pense que dans ce temps-là, c'était vraiment plus économique qu'après qu'on était obligé d'aller avec les camions, etc.